Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? La romance, c'est très très vaste. Je pense que d'abord, ce qui en fait le succès, c'est que c'est la littérature du sentiment. Souvent, on dit que voilà, le thriller, c'est la littérature de l'action, et la romance, la littérature du sentiment. Et c'est ça que les lectrices aiment, je pense, c'est de vibrer avec les personnages et de ressentir la même chose qu'eux. Donc d'être triste avec eux, être heureux avec eux, pleurer avec eux, etc. Après, il y a vraiment beaucoup de genres en romance. Le principal, c'est la romance contemporaine, donc des histoires qui se passent aujourd'hui, qui a été remis au goût du jour par d'abord 50 nuances degrés et puis par After, avec cette espèce de rénovation grâce aux scènes de sexe, puisque de tout temps, il y a eu de la littérature sentimentale, mais les scènes de sexe étaient quand même moins détaillées et les livres qui en contenaient beaucoup appartenaient plus vraiment à la littérature érotique, qu'on trouvait nettement moins facilement et qui était pour le coup vraiment érotique. Donc il y avait moins d'histoire dedans. C'était vraiment du sexe pour du sexe, presque du porno. Et donc depuis 50 nuances de degrés, ça a explosé avec la new romance, qui est donc une appellation déposée par Hugo Roman, mais qui recouvre dans l'imaginaire collectif et chez les lectrices les romances contemporaines qui contiennent du sexe. Après, il y a la romance historique dont on parle pas tellement, mais qui fonctionne très bien aussi, qui a beaucoup d'amatrices. Il y a maintenant un genre depuis quelques années qui fonctionne assez bien et qui est mon genre de prédilection, qui est la dark romance, qui aborde tout ce qui est plus du tabou. Il y a aussi une grosse communauté de lectrices qui aiment ce qu'on appelle la littérature MM, donc toutes les romances homosexuelles, qui sont aussi peut-être moins sur le devant de la scène, mais qui représentent quand même un gros lectorat. Ça va être les sentiments qui vont faire avancer l'histoire et pas le suspense ou pas autre chose. Donc en fait, ça va être l'histoire d'amour qui va provoquer des rebondissements. Or, dans un thriller, c'est pas l'histoire d'amour qui fait avancer l'histoire. C'est l'enquête, c'est le meurtre de quelqu'un, c'est la disparition d'un tel. Et c'est en ça que pour moi, la romance est un vrai, entre guillemets, genre. C'est parce que c'est la façon de créer la trame va être en fait vraiment différente, elle va être vraiment axée sur l'histoire d'amour de ces deux personnages. Voilà. Maintenant, ce sont des grosses généralisations, hein. Évidemment, ça ne veut pas dire que dans les romances, il se passe rien et que dans les thrillers, il n'y a pas de sentiments. C'est pas ça que j'ai voulu dire. C'est des généralisations et c'est parce que quand on se renseigne sur comment écrire tel ou tel genre, on va vous dire que, par exemple, que pour écrire un thriller, on va favoriser les verbes d'action et de tourner des phrases très punchy. En romance, on va vous dire de plutôt vous concentrer sur et il ressentait ceci. D'ailleurs, on peut trouver des posts de blog amusants. On va vous dire qu'en romance, les yeux sont capables de tenir des discours à la Proust. Pour la petite histoire, quand moi j'étais ado, j'écrivais déjà. Après, je me suis arrêtée pour des raisons personnelles. Et je rêvais d'être publiée chez Harlequin. Parce que quand moi j'étais ado, c'était dans les années 90, il n'y avait que cette maison-là qui faisait de la romance. Ça se vendait dans les relais point presse dans les gares. Euh, et, euh, et c'était comme un secret coupable, quoi. Donc voilà, je lisais du Harlequin et je le disais pas. Donc vis-à-vis des autres, je lisais du thriller parce que ça faisait bien ou de la science-fiction. Et puis les Harlequins, c'était ma lecture à moi que je cachais. Mais c'est ça que je voulais écrire quand je serai grande. Voilà. Et c'est vrai qu'après le succès de 50 nuances degrés, on a vu des maisons d'édition naître et offrir plus de possibilités. Ça a été pareil pour Twilight, qui certes a un fond romantique, mais aussi, aussi de la bitlit. Ou par exemple avec Hunger Games / Divergente, comme j'en ai parlé. Ça, en fait, c'est quelque chose de très populaire qui va pouvoir toucher beaucoup de gens et qui va pas forcément réussir à toucher tout le monde. Par exemple, je n'ai pas aimé 50 nuances degrés, moi non plus, mais qui va justement permettre à des auteurs de se lancer, à des lecteurs de trouver un genre. Voilà, c'est à des maisons d'édition de trouver un nouveau marché.
Et on voit que le monde de la littérature est rythmé en fait par ce genre de mode, je trouve, en fait, continuellement. Et on a le droit de trouver after niais et d'aimer et d'adorer pourtant la romance. Avez-vous des obligations de code à respecter dans la romance, mais notamment pour que le livre soit édité? Alors, Dieu merci, chez Black Ink Edition, on n'a pas beaucoup de codes à respecter, à part celui que ça doit contenir de la romance. Maintenant, il y a théoriquement deux choses. Donc, normalement, une romance, donc l'intrigue doit avancer grâce aux sentiments des personnages et la fin doit être émotionnellement satisfaisante. Donc, théoriquement, une romance va avoir une fin heureuse. En France, en francophonie, on est moins cadenassé là-dessus et on va continuer à appeler romance quelque chose qui n'a pas une fin heureuse. Quand tu dis une fin émotionnellement satisfaisante, est-ce que tu as une définition ou des balises? Clairement, en romance, les lectrices, elles veulent que le monsieur et la madame finissent ensemble, se marient et aient des enfants, globalement. Et l'intérêt du bouquin, c'est pas de savoir s'ils vont finir ensemble, c'est de connaître quel chemin ils vont emprunter pour finir ensemble. Voilà, on sait tous que, le contrat moral avec l'auteur quand on ouvre un livre de romance, c'est qu'à la fin, ils finissent ensemble. Voilà. Mais en même temps, les lectrices sont un peu hypocrites, dans le sens où il y a des énormes succès où où ça finit mal. Hein. Si on dit aux filles au départ que ça finit mal, elles vont vous dire qu'elles veulent pas le lire. Quel est le ratio vente numérique et vente papier? Est-ce que la romance se vend beaucoup ou plus en numérique qu'en papier, ou pas du tout, la même chose? Oui. Elle se vend beaucoup plus en numérique, surtout grâce à la liseuse en fait, qui a bouleversé la façon de lire des gens ces dernières années. Et notamment le lectorat romance, on va pas se mentir, c'est souvent des femmes de 25 à 35 ans, je généralise, qui ont des enfants et qui peuvent pas avoir le livre de 600 pages dans le sac toute la journée, qui du coup emportent leur liseuse pour attendre les enfants dans la voiture, pour bouquiner avec bébé, voilà. Et la liseuse et le numérique ont donc, et aussi en termes d'argent, c'est 4 € un numérique quand on s'est pas pris en promo. Parfois on a des promotions à 0,99 ou à 3 €, 2 €. Ça n'a rien à voir avec le prix d'un brochet. Il y a eu des études à l'époque de 50 Shades of Grey qui ont prouvé que les ventes de liseuses aux États-Unis étaient corrélées aux ventes de 50 Shades of Grey. Donc clairement, il y a eu un effet, c'est un peu l'œuf et la poule. Hein. Donc est-ce que le succès de 50 Shades of Grey aurait été aussi grand si l'essor de la liseuse n'avait pas été concomitant? On ne sait pas, mais clairement, il y a une synergie entre les deux. Et oui, le fait qu'on ne voit pas la couverture et qu'on ne voit pas ce qu'on lit joue dans l'essor du numérique pour les livres de romance, clairement. Clairement. Et question additionnelle pour toi, si c'est une chose qui peut bloquer beaucoup de gens, la couverture, pourquoi on fait des couvertures comme ça? Tu veux dire avec des torses et des Par gens... exemple, voilà, exactement. Alors, de nouveau, là, il y a une espèce d'hypocrisie de la part des lectrices, vu que si on leur demande sur Internet, elles vont toutes vous dire « Ah non, les torses, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, il faut changer ça, etc. » Et pourtant, quand on regarde... j'ai essayé de retrouver les chiffres, l'article officiel, mais je ne l'ai pas retrouvé. Quand on fait des études de marché, on voit bien que les torses vendent plus en magasin. Donc... voilà, à un moment donné, une maison d'édition, le but, c'est quand même de vendre son produit. Donc, si les torses vendent, on va mettre des torses sur les couvertures, c'est clair. Voilà, après, la lectrice de romance, elle veut fantasmer. Hein, donc, voilà, à un moment donné, un beau mal en couverture, il y a une logique dans le produit d'appel, dans le fantasme. Est-ce que c'est inavouable de lire des romans de romance, d'en écrire et d'en publier accessoirement? Est-ce que c'est dévalorisant? Voilà, je me disais pourquoi cette étiquette un peu négative? Est-ce que c'est une impression? Est-ce que ça va mieux? C'est le côté sexualité en fait qui pose problème, je pense. Pas le côté sentiment, c'est le côté t'écris / tu lis du porno. Ben non. Alors déjà, si c'était le cas, quel serait le problème? Puisqu'on sait très bien que la consommation de porno
quand même assez importante toujours. Mais pour le coup, c'est ça que je le vis ou je le ressens. Et pour moi, je pense que c'est ça qui colle en fait l'étiquette honteuse. Je sais pas, parce que quand j'étais ado, c'était déjà, enfin, les Harlequins, comme je dis, c'était déjà considéré comme de la sous-littérature. Et encore aujourd'hui, tous les salons n'acceptent pas les maisons d'édition de romance. Donc, enfin, ça reste considéré comme de la sous-littérature parce que c'est de la littérature de bonne femme, parce que ça parle que de sentiments, parce que c'est une littérature qui, soi-disant, ne sert à rien, alors qu'en fait, c'est tellement pléthorique, la romance, que ça aborde, je pense, tous les sujets de société. Voilà, et en plus, enfin, la réflexion au départ, elle est débile parce que tout le monde va tomber amoureux dans sa vie. Et il y a aussi que beaucoup pensent que écrire un thriller est plus compliqué qu'écrire une romance parce qu'il faut un méchant, parce qu'il faut des rebondissements, parce qu'il faut arriver à cacher qui a fait quoi, avoir beaucoup d'idées, se renseigner sur comment fonctionne la police, etc. Et qu'une romance va être très facile à écrire. En fait, quand je m'y suis attelée, c'est très difficile d'écrire le quotidien et que ce soit pas chiant. Et pour moi, en ça, c'est une prouesse de voir des auteurs arriver à écrire mais des pages et des pages sur une histoire d'amour et arriver à me le faire vivre comme si c'était moi qui tombais amoureuse et à me faire vivre un quotidien qui est palpitant. L'idée du mauvais genre, c'est quelque chose qui est aussi lié à la culture francophone et à un certain élitisme français. Toutes les littératures de genre sont mal considérées chez nous, hein. Voilà, la romance a ses problèmes, mais je pense que l'imaginaire a ses problèmes, le thriller a ses problèmes. Voilà, il faut pas se leurrer. En France, tant que c'est pas de la littérature blanche qui peut participer au prix Goncourt, de toute façon, vous écrivez de la merde et ouais, ok, vous avez publié un livre, mais bon, c'est facile, c'était de la littérature de genre. Bon, sans doute que vous en avez vendu 15 fois plus que l'auteur de littérature blanche qui en a vendu à tout casser 50 parce que personne n'en a rien à foutre de lire les descriptions d'une porte sur 3 pages. Ça ne compte pas en France. Quels sont les codes que vous utilisez? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Pourquoi? En romance, il y a plein, des milliers de clichés. L'intérêt, c'est, comme j'ai dit, de le réinventer parce que de nouveau, les lectrices de romance, elles aiment bien retrouver leurs habitudes et être surprises. Donc voilà, c'est un jeu d'équilibriste. Donc elles vont avoir l'art de demander de lire un livre avec le même schéma qu'elles lisent d'habitude, mais il faut quand même pas que ce soit le même livre. Donc qu'est-ce qu'il y a comme cliché ultra vu en romance? Le musicien célèbre. Voilà, il y a des dizaines de titres sur les musiciens célèbres. Le milliardaire, que ce soit sa secrétaire ou pas, hein, juste le Ouais, milliardaire. y a le milliardaire. Alors, oui, il y a le milliardaire Phil Sirich, et puis alors il y a le boss, alors Place Romance, ça marche très bien aussi. On a parlé tout à l'heure, hein, le Fish Out of the Ball, celui qui est sorti de son milieu et qui rencontre quelqu'un d'un autre milieu, et puis ils doivent se retrouver. Il y a la romance de seconde chance, donc ils se sont aimés, ils se sont quittés pour une raison quelconque, ils se retrouvent des années plus tard, vont-ils avoir une deuxième chance en amour? Il y a Les malades. Ouais. En ce moment, c'est vachement la mode. L'année dernière, surtout. Ouais. Les bikers. Il y a aussi une grosse mode sur les bikers / mafia. Ouais. Ils s'aiment depuis qu'ils sont enfants, vont-ils enfin se déclarer leur flamme? Aussi, c'est tout un... Prof élève, comme dit Calvin, militaire. Ouais, prof élève, militaire. Le papa solo, on le voit pas souvent quand même. Non. Ça arrive, mais je le vois pas souvent, moi. On a oublié notre cher sportif. Oui, le sportif, bien sûr. Ouais, voilà. Oui, le veuf, on a un nombre de veufs en romance assez incroyable. Ouais, c'est ça, le papa solo, le veuf, voilà. Ça se... La fille qui a été maltraitée psychologiquement ou physiquement par ses parents. Ouais. C'est... Pas le passé sombre, hein. Ou par ses camarades de classe. Il y a une dualité, ça dépend. J'écris des romances pour pouvoir les mettre dans un lit, hein. Donc quand je sais pas quoi faire de mes personnages, ils couchent ensemble. Non, je déconne, mais... Donc... je sais pas, c'est la partie que je préfère écrire, donc voilà, j'aime tellement ça que j'en ai fait tout un livre. Contre ma peau. Contre ma peau, voilà. Ils font que coucher ensemble.
Euh, Je déteste vraiment ces scènes et elle a réussi à me garder en haleine pendant tout le roman. Et pour le coup, je n'aime, moi je les zappe, les scènes de sexe généralement dans une romance. Et là, elle a été surnommée la Stephen King du cul dans notre cercle de la maison d'édition. N'importe quoi. Voilà, moi je trouve ça hyper amusant comme façon d'explorer la sexualité et ses fantasmes et ceux des autres. Voilà. Contre ma peau, c'est un suspense érotique au sujet d'un escorte. Donc dedans, forcément, il y a beaucoup de scènes de sexe, mais je voulais qu'elle monte en intensité aussi au long du livre pour qu'il y ait une tension aussi dedans. Et je voulais qu'elle ne se ressemble pas. Parce que pour le coup, c'est un vrai livre érotique, donc plus de 50% du livre, ce sont des scènes de sexe. Et je voulais pas qu'il y ait une espèce de lassitude, si c'est pour qu'il fasse le missionnaire sur 300 pages, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc là, j'ai fait des recherches sur les fantasmes les plus courants des gens, etc., pour que ça monte en intensité selon les fantasmes qu'on retrouvait dans la population générale. Et grâce à Contre ma peau, j'ai visité des lieux de l'internet que j'aurais aimé ne jamais voir. Par exemple, donc il y a une scène BDSM dedans que je voulais assez réaliste. Et donc je me suis promenée sur des forums BDSM et tout ça. Voilà. L'héroïne n'est pas du tout à l'aise avec son corps, n'est pas du tout à l'aise avec la sexualité, etc. Et en fait, le héros va la prendre par la main et va lui faire explorer tout ça et lui faire comprendre que tabou, que on peut dire non, que, etc., etc. Ouais, du coup, c'est vraiment sur le sexe, pour le coup. Et en fait, le retour des lecteurs, c'est vraiment que ça a aidé beaucoup de gens, en fait. Si. Oui, et ça dit beaucoup de gens mal à l'aise parce que si, oui. On sent bien que le livre vient toucher à quelque chose de très personnel. Parce que c'est vraiment un livre qui explore la sexualité et le rapport qu'on a à la sexualité. Et voilà. Et donc, j'ai eu beaucoup de retours où les gens, je sens bien que le livre les a mis mal à l'aise. Ça me dérange pas. Je trouve que si le livre les a mis mal à l'aise, c'est que quelque part, j'ai réussi le job parce que. Ça fait ressentir quelque chose. Ouais, il y a eu un malaise un message. négatif. C'est plutôt un malaise de comment est-ce qu'on se sent par rapport à ça, nous, en tant que personne. John demande si du coup vous pouvez être transgressive ou pas trop. Non, mais si, on peut être trop transgressif. Comme j'ai dit, Justin Baby, donc c'est l'histoire d'un quarterback et d'une cheerleader. Pour rester, pour vous dire à quel point on est capable de rester dans les codes, Juliette et moi. Donc on l'a écrit ensemble. On s'est dit on va faire un truc bien dans les codes, bien romancé tout. Voilà, cliché. Ça a raté. Voilà. Donc. On va prendre un quarterback et une cheerleader. Première scène, c'est sur le héros et c'est à la limite du viol. Enfin, pour moi, c'en est un, pour d'autres pas. Donc, ça se discute, mais enfin, en gros, c'est pas une scène de sexe très romantique. C'est le premier chapitre. On peut être transgressif. Après, ça dépend comment on market le roman. Ça dépend aussi jusqu'où est prêt à aller la maison d'édition. Notamment, par exemple, les éditions BMR ou MXM ne veulent pas de romance sombre ou dark ou ça les intéresse pas. Et après, ça dépend aussi jusqu'où on veut aller. Il y a notamment le roman Outrage qui est sorti, où il y a où il y a une scène de zoophilie dedans. Et c'est transgressif, je trouve. Et ça a été vendu des milliers d'exemplaires et des gens ont aimé, des gens n'ont pas aimé. Donc si, j'ai envie de dire, tout est possible, il faut juste savoir s'entourer, savoir accepter ce qu'on écrit et est-ce qu'on est capable d'assumer en fait aussi. Oui, j'ai une certaine retenue parce que j'écris principalement de la dark romance et c'est pas ce que je prévoyais au départ. Donc je me voyais comme une auteure de chick lit, de trucs très légers et je suis clairement du côté sombre de la force. Donc tous mes romans sont sujets à polémique parce que ils abordent le consentement dans les relations sexuelles et des relations sous forme d'emprise avec des abus et des choses comme ça. Donc j'assume ce que j'écris.
non pas que je soutiens le viol, du tout, du tout, du tout. Au contraire, si j'en parle dans les romans, c'est parce que je pense sincèrement qu'en dénonçant, on fait prendre conscience aux gens que ce n'est pas normal. Il est évident qu'aucune femme ne rêve de se faire enlever au coin de sa rue pour être violée par un inconnu. C'est pas ça, c'est plutôt le fantasme de se soumettre, de ne devoir se soucier de rien. Et voilà, c'est ça que ça recouvre. Je pense que dans tous les genres, on peut trouver des pépites. Et il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Voilà. Tout à fait.